Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 7e épisode de la saison 2 de notre podcast Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Sapin confiné, parce qu'on est quand même dans une période un peu spéciale, à préparer des fêtes de Noël dont on ne sait pas trop ce à quoi elles vont ressembler, mais l'avenir nous le dira. Alors on est comme d'habitude très heureux de vous retrouver, on espère que c'est la même chose de votre côté. En même temps, si vous êtes là, c'est qu'il y a quand même bien à un moment donné que vous nous aimez un peu. Ce podcast est diffusé tous les 15 jours, le lundi, et vous pouvez nous retrouver entre-temps sur notre compte Twitter, mais aussi sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou nous suggérer des sujets que vous auriez envie que Guillaume et moi traitions. Vous pouvez aussi nous écrire un mail sur tranchedecouple@gmail.com et surtout, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Et si vous pouvez nous mettre une note sur Apple Podcast, ça nous aidera à faire connaître le podcast. Alors, on commence comme d'habitude par la rubrique Actu. Et une fois n'est pas coutume, c'est Guillaume qui commence. Ben oui, on vous parlait de sapin confiné, on se demande un peu à quoi Noël va ressembler cette année. D'un pays à l'autre, on sait que les mesures vont être relativement différentes. Rien que si on compare ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, qui est probablement le pays le plus touché en ce moment par le coronavirus, avec plus de 230 000 cas recensés par jour et plus de 28 000 morts quotidiens, en comparaison avec, par exemple, un pays comme la Belgique, qui enregistre en moyenne 2000 à 2200 cas par jour et une centaine de morts. Voilà, on est dans des mesures qui vont être assez différentes. La France, par exemple, a mis en place une forme de déconfinement progressif, avec un premier allègement qui a eu lieu en fin de semaine dernière, la réouverture de tous les commerces, y compris ce qu'on appelle les professions de contact, les coiffeurs par exemple. Et puis une réouverture des cultes progressive aussi, avec quelques rebondissements, n'est-ce pas, et puis peut-être quelques petites erreurs de communication de la part du gouvernement, mais surtout des revendications un peu plus haute que d'habitude de la part notamment du culte catholique. La Belgique, de son côté, assume de n'avoir procédé qu'à un déconfinement, non pas un déconfinement en réalité, mais un assouplissement des mesures, en particulier à visée économique, puisqu'en Belgique, on vous l'avait expliqué l'année dernière, on fête Noël, mais on fête surtout Saint-Nicolas. Et aujourd'hui, on est le dimanche 6 décembre, et c'est le jour de la Saint-Nicolas. Et pour la Saint-Nicolas, les enfants et les adultes reçoivent des cadeaux à ce moment-là en Belgique. Et donc, il était important pour le gouvernement de rouvrir les magasins. Ça a été fait lundi. L'ensemble des magasins jugés non essentiels ont rouvert, sauf, contrairement à la France, les professions de contact, donc esthéticiennes, coiffeurs et compagnie. Je ne vous décris pas ma situation capillaire actuelle, on n'en est pas encore... Non, pas encore, mais ça va le devenir d'ici Noël. Je pense que ça va être sympa sur les photos, on va regarder ça dans quelques années en disant « Ah, c'est vrai, ça faisait 4 mois que je n'étais pas allé chez le coiffeur ». Bref, et donc en Belgique, voilà, l'assouplissement des mesures est encore très progressif, et le pays, contrairement à la France, n'envisage pas d'assouplir les mesures, notamment de bulles, pour Noël, et recommande donc de ne pas inviter plus d'une personne extérieure à la bulle pour Noël. Alors il y a toute une série de règles, on ne va pas revenir dessus, mais selon que si vous êtes isolé, selon que si vous avez déjà une bulle avec des enfants ou sans enfants, enfin bref, tout ceci fait que les choses vont probablement être relativement différentes d'un pays à l'autre. On attend un peu de voir comment les choses tournent dans les prochaines semaines aussi. On sait que la Belgique envisage de réouvrir d'assouplir de nouveau les mesures d'ici au 15 janvier, notamment réouverture des salles de sport, réouverture des lieux culturels, des cultes notamment, parce que les cultes n'en ont pas repris non plus en Belgique. On attend un peu de voir comment ça va se passer. On sait que d'autres pays ont pris des mesures drastiques, notamment en France, en Allemagne et en Autriche, enfin surtout en France, en Allemagne et en Italie, en fait, concernant par exemple les stations de ski. On ne devrait pas oublier qu'au mois de mars, un des clusters autrichiens qui s'est répandu en Europe était lié à une station de ski extrêmement connue du Tyrol.
Et puis donc en France, pour Noël, en France, en Allemagne, en Italie, pardon, les remontées mécaniques seront fermées, sauf pour les professionnels du ski et les affiliés de la Fédération française de ski. Ce n'est pas le cas en Suisse, qui est un pays un tout petit peu au milieu de la France, l'Allemagne et l'Italie, justement, et donc ça crée pas mal de situations un peu, on appellerait ça cocasse, mais finalement qui interpelle un peu sur l'importance de choisir des règles aussi en commun, avec le Premier ministre français Jean Castex qui a annoncé qu'il pourrait y avoir des contrôles aléatoires aux frontières suisses, franco-suisses notamment. Voilà, Max, si tu veux enchaîner sur un petit melting pot européen. Oui, alors effectivement, dans notre point de décryptage de l'Europe aujourd'hui, je voulais simplement d'abord rendre hommage à la Commission européenne qui a fêté sa première bougie, la commission de Ursula von der Leyen. Ça fait déjà 1 an qu'ils sont en place. Alors peut-être une caractéristique de leur première année, c'est naturellement qu'ils ont plutôt été en mode gestion de crise qu'autre chose, parce que le Covid et toutes ses conséquences, et notamment pour en limiter l'impact économique, pour favoriser la coopération et éviter la fermeture des frontières, mais bien sûr aussi comment soutenir l'effort médical et donc aussi un développement d'une coopération dans le domaine de la santé qui était jusqu'ici assez limitée. Néanmoins, on peut quand même voir que par rapport aux priorités que Ursula von der Leyen avait mentionnées dans son discours de politique générale, la Commission s'est aussi mise en mode de marche forcée, en annonçant pas mal de nouvelles initiatives et législations, dont un certain nombre vont être annoncées dans les prochaines semaines, vont être détaillées dans les prochaines semaines. Et donc, voilà, on voit quand même que cette commission est à l'offensive pour essayer de porter un certain nombre de propositions, et c'est heureux. À voir aussi comment la nouvelle administration Biden et donc la coopération avec les États-Unis ou la compétition sur certains sujets avec les États-Unis viendra aussi impacter l'agenda de la Commission. On pourra noter à cet égard que la Commission européenne a publié récemment un papier sur les priorités de coopération avec l'administration Biden, notamment dans tout ce qui est multilatéralisme et lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et les États membres devraient aussi publier une telle déclaration du point de vue des États membres à l'issue du prochain sommet européen. Côté budget européen, puisqu'on vous en avait parlé, nos amis hongrois et polonais ont exprimé un veto sur le lien qui était fait avec l'état de droit, la conditionnalité au respect de l'état de droit, puisqu'il y avait un accord qui avait été trouvé avec le Parlement européen. Et par conséquent, le plan de relance et le budget pluriannuel restent bloqués pour l'instant. Ça veut dire que concrètement, la Commission, le Conseil et le Parlement ont trouvé un accord pour un budget seulement pour l'année 2021 qui fonctionnera au 12e. Vous savez, le principe, c'est que en gros, vous avez le droit de dépenser par 12e le budget de l'année précédente. Le gros problème que ça implique, c'est que le budget de l'année, de cette année est moindre que le budget qui était prévu pour les années suivantes. Et puis surtout, vous avez donc les plafonds ne peuvent pas être dépassés. Et puis surtout, vous avez des nouveaux programmes qui ont été adoptés dans le cadre du prochain budget pluriannuel, qui n'avaient donc pas de ligne budgétaire dans le précédent budget et qui donc ne pourront pas être lancés s'il n'y a pas d'accord. Alors dans ce contexte, on sait que les négociations et les pressions sont fortes pour essayer de faire bouger les Hongrois et les Polonais. On a notamment entendu récemment réémerger, pourquoi ? Parce qu'on sait que l'accord sur le budget européen, il y avait déjà les Hongrois et les Polonais qui n'étaient pas très heureux sur la question de la conditionnalité de l'état de droit. Donc réémerger l'hypothèse
d'un plan de relance qui serait fait à 25 plutôt qu'à 27, c'est-à-dire en excluant les Hongrois et les Polonais, puisque vous savez que le plan de relance, il s'agit de s'endetter collectivement. Et donc, effectivement, si 2 États membres ne veulent pas soutenir ce plan de relance, à ce moment-là, une hypothèse pourrait être de partir sans eux. Alors on verra ce que ça donnera. Mais ce sera quand même une évolution à surveiller si on commence à voir une Europe à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que dans certains cas, ceux qui sont d'accord pourraient partir en avant des autres. Tu parles d'exclusion de la Hongrie et de la Pologne, ce serait pas... ce ne serait pas une exclusion. Non, ce serait... C'est un petit peu une coopération renforcée. Une avancée sans la Hongrie et la Pologne. Voilà. Avec quand même un certain nombre d'éléments compliqués parce que ce budget de relance, il serait quand même géré par les institutions européennes et donc financé par le budget payé par tout le monde. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais donc c'est pas simple. On avait déjà connu ces problématiques-là avec l'Eurogroupe, donc les nations qui ont l'euro. Et on voit que ces différences de composition d'États membres, c'est pas forcément simple à gérer. Alors, dernier sujet européen, on ne pouvait pas faire une rubrique de décryptage de l'Europe sans parler des suites du Brexit et donc de la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. On est dans la dernière ligne droite. En fait, on a dépassé la dernière ligne droite parce que, vous vous souvenez, il fallait qu'il y ait un accord avant fin novembre. Ça fait quasiment 6 mois qu'on nous dit qu'on est dans la dernière ligne droite. Le dernier marathon, on est sur un terrain nivelé par notre ami Michel Barnier, comme tweetait notre ami Michel Barnier. On n'en voit pas le bout de cette dernière ligne droite, en fait. Non, exactement. Et donc, normalement, pour que tout ait été propre, il aurait fallu qu'on trouve un accord d'ici mi-novembre. Alors après, ça a été repoussé, fin novembre. Et puis maintenant, on est déjà en mois de décembre. Et on voit que les divergences de fond restent, parce que l'Union européenne continue à demander au Royaume-Uni un certain nombre de garanties dans des domaines importants pour éviter que le Royaume-Uni ait un avantage comparatif parce qu'il est tellement intégré, ou était jusqu'ici tellement intégré au marché commun, qu'il a un avantage comparatif si jamais on lui imposait pas de respecter les mêmes règles. On parle de dumping économique. Il pourrait proposer des choses puisqu'il ne serait plus soumis aux mêmes règles, il pourrait proposer des conditions plus favorables qui feraient qu'il aurait des coûts, des tarifs qui soient plus abordables que ses concurrents en Europe. Donc on voit bien l'intérêt. Et puis il y a la question de la pêche, qui est un sujet important, notamment pour les pêcheurs français, puisque vous le savez, en fait, les pêcheurs français, mais aussi les pêcheurs d'autres pays, vont largement pêcher une partie de l'année dans les eaux britanniques, parce qu'elles sont plus poissonneuses que les eaux françaises. Et que par ailleurs, ça n'est pas que dans un sens, parce que il y a beaucoup de poissons qui sont de poissons britanniques qui sont vendus dans l'espace économique européen. Donc du carte d'identité. Non, mais bon, en tout cas que les poissons que les Britanniques pêchent. Yes. En fait, ils pêchent plus de poissons que la consommation britannique. Et donc, eux, ils ont aussi besoin d'un accord pour pouvoir vendre leurs poissons dans l'Union européenne. Voilà, donc on a vu que c'était remonté à nouveau au niveau de Ursula von der Leyen et de Boris Johnson ce week-end. On sait que la Commission essaie de faire le maximum et a priori négocié avec le Parlement européen pour permettre une application temporaire des mesures au 1er janvier si jamais il y avait un accord, pour éviter d'avoir une rupture. Mais on se rapproche de plus en plus dangereusement, vraiment, de la fin, c'est-à-dire le 31 décembre. Parce que même si le Parlement européen était d'accord pour avoir une application temporaire en attendant que le processus de ratification dans tous les États fonctionne, déjà, il faudrait que l'ensemble des États soient d'accord. Et puis en plus, dans tous les cas, le 31 décembre, ça arrive presque demain. Autant dire qu'on n'est pas rendu. Allez, on fait la petite transition Belgitude comme d'habitude. Oui, puisqu'on parle de Parlement européen, Max, c'est pile poil dans le sujet.
Ah oui, la partie fine fine qui fait jaser l'Europe et qui est liée au Parlement européen. Raconte-nous ça, Guillaume. Alors, pour remettre dans le contexte, un article de La Dernière Heure, un journal belge, faisait état le 30 novembre dernier d'une partie fine, non, c'était pas tout à fait le mot qui était utilisé, hein, puisque c'était une partouze, mais on va penser à notre public jeune. Voilà, on va être censuré par YouTube, on va être censuré partout. Je là. sens le puritanisme américain nous tomber dessus, là. Donc, une partie fine interrompue le samedi 28 novembre au soir dans un appartement du centre-ville de Bruxelles, où la police a débarqué et a trouvé une vingtaine de personnes, dont une femme. C'est bien genre. C'est bien dit. C'est bien dit. Donc ils étaient tous gays, quoi. Enfin, En tout cas, les autres étaient des hommes. Je ne on tirera pas de conclusion, mais quand même. Pas de polémique. Pas de polémique. Donc une vingtaine de personnes, dont une personne en l'occurrence qui a priori n'était pas très très contente de tomber sur la police et qui a donc cherché à s'échapper via le toit et une gouttière dans la rue. Et elle s'est fait choper en bas. Et donc cette personne s'est faite récupérer en bas. Alors il faut savoir qu'en Belgique, on est quand même toujours en confinement et que donc ce genre de rencontre est toujours interdite. On n'est pas supposé se rencontrer à plus de 4 personnes en intérieur. 4 personnes à l'extérieur. 4 personnes à l'extérieur. Et une personne à l'intérieur. Et une personne à l'intérieur. Donc techniquement, la police est intervenue parce qu'il y avait du bruit notamment et un peu trop de monde. Mais c'était pas n'importe qui, cette personne qui s'est échappée. Alors voilà, on n'a pas su tout de suite qui c'était. Et puis, au détour d'un article justement de La Dernière Heure, on découvre que la personne en question n'est autre que le député européen Joseph Schader, qui est un député européen hongrois. Non. Mais si, du parti Fidesz, qui est le parti de Viktor Orban. Alors, on vous a déjà beaucoup parlé de Viktor Orban. C'est un de ses proches, en plus. C'est un de ses très proches. C'est l'artisan de la nouvelle constitution hongroise qui a été adoptée en 2012. Et c'est surtout l'artisan, ce monsieur, de l'article de cette constitution, l'article L, qui stipule que le mariage est l'union, ne peut être que l'union d'un homme et d'une femme. Donc, alors, au-delà du fait qu'il a été pris la main dans le sac, ou dans autre chose, mais peu importe, ça ne nous regarde pas, il y a une vraie question qui se pose là derrière sur comment se fait-il qu'un homme qui défend des positions aussi strictes dans un parti aussi conservateur et aussi peu enclin à laisser la porte ouverte aux droits de l'homme et à des avancées progressistes. Oui, bon, alors, il a le droit d'avoir une vision conservatrice et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est pas que la rédaction de cet article de la Constitution. C'est aussi que c'est un homophobe notoire et il soutient pleinement, voire il est l'instigateur d'une politique homophobe du gouvernement Orban. Quand on est homophobe, ça ne se limite pas au mariage. C'est aussi l'interdiction notamment des gay pride. C'est aussi l'interdiction des lois qui sont en cours de discussion en ce moment, qui ressemblent aux lois qui sont passées en Russie il y a quelques années pour interdire la diffusion de publicité la propagande. à caractère propagandaire pour LGBT. Bref, ce monsieur fait vraiment ce qu'il veut de sa vie, ça ne nous regarde pas, on ne juge pas. Par contre, on se pose vraiment la question derrière de comment on peut tenir un double discours aussi hypocrite. Ça s'applique à lui comme à d'autres, mais un double discours aussi hypocrite entre sa vie privée et sa vie professionnelle, ses engagements au quotidien. Il faut savoir aujourd'hui qu'avec la Pologne, la Hongrie sont probablement les deux pays où les droits LGBT ont les plus régressé. C'est même pas une question de stagner, c'est régressé depuis ces dernières années au sein de l'Union européenne. Alors il y a des pays qui n'ont pas augmenté, où ils ont stagné, ils sont toujours très bas, mais on n'en est pas encore dans une régression. Et surtout que ce monsieur, donc, qui visiblement apprécie un certain nombre de pratiques plus libérales que dans son pays, il vit quand même en Belgique, pays qui est plutôt gay-friendly par excellence, depuis 2004. Absolument. Donc en gros, le type, il participe à des politiques très, très homophobes dans son pays, la régression des lois. 1000 km de là. Et pendant ce temps-là, il vit à Bruxelles, tranquillou, et il profite très largement. C'est pour ça qu'on est venu à Bruxelles.
Ouais. Alors voilà, en fait c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est triste en réalité. C'est très parce triste que quand on y pense. On se rend compte que régulièrement les hommes politiques les plus homophobes et les plus conservateurs et qui portent les positions les plus strictes, souvent on se retrouve avec des cas de ce qu'on appelle des closet cases, hein, donc des personnes dans le placard. Des personnes qui, en réalité, alors sont peut-être pas homosexuelles, mais en tout cas ont des pratiques sexuelles avec d'autres hommes. Hein, alors vous tirerez les conclusions que vous voulez. Ils sont peut-être bi. On a eu d'ailleurs, dans la foulée, des informations sur le fait que d'autres membres du parti Fidesz avaient participé dans le passé à de tels partis fines à Bruxelles. Non. On a eu des informations... Des sources fake news. Selon lesquelles des membres du parti conservateur polonais avaient participé régulièrement à de tels partis fines à Bruxelles. La ramène pas, je te signale qu'ils ont aussi recueilli a priori. Il se dit qu'il y avait éventuellement un diplomate français. Oui, ok, très bien. C'est the place to be, c'est parti. Et par ailleurs, la rue des Pierres. Un autre député lituanien, je crois, a été pris légèrement la main dans le sac. Alors, de manière différente, parce que c'était un peu moins explicite. 2020, Zoom, tout ça. Voilà. Et donc, en gros, monsieur n'arrivait pas, donc c'est un parlementaire, un parlementaire national. Il n'arrivait pas à faire fonctionner sa caméra, visiblement. Il participait à une réunion qui était streamée en direct sur YouTube. Et quand il a réussi à allumer sa caméra, il y avait un homme à moitié, enfin, en tout cas, nu du haut, qui était juste à côté de lui. La caméra s'est vite éteinte, mais ça a quand même été remarqué. Voilà, on en est là. Et alors, pour revenir rapidement sur le Fidesz, le parti de Viktor Orban, ça tombe quand même assez mal pour ce parti, dans un contexte de discussion déjà tendu avec, comme tu le disais Max, pendant la rubrique Décrypte Europe, des discussions du budget européen. Et puis, une deuxième vague de Covid qui est beaucoup plus compliquée à gérer que la première, beaucoup plus importante en Hongrie. Ça rajoute un souci de plus à gérer pour un parti qui a pu faire pas mal de choses de façon relativement sans être inquiété pendant plusieurs années, mais sur lesquels les nuages en ce moment s'accumulent. Est-ce que ça se traduira ensuite dans les urnes? Rien n'est moins sûr. Alors, en plus, c'est sûr que le fait que ce soit vraiment un très très proche d'Orban. Enfin, c'est vraiment son cercle. Il faut quand même dire que ce mec-là était quand même vice-président du PPE au Parlement européen. Hein. Donc c'est quand même il faut mesurer quand même le degré de proximité avec Orban. Et puis surtout. Il est très gêné, M. Orban et son parti, parce que des homosexuels, non, ça n'existe pas. Et donc, ils ont quand même été jusqu'à accuser les services de renseignement allemands d'avoir monté cette affaire pour pouvoir embarrasser Orban et le faire plier sur la question du budget européen. Non, mais c'est bien, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Je conclurai en reprenant un texte, la conclusion d'un article que je vous partagerai sur Twitter d'Olivier Lebussy sur La Libre Belgique, qui dit de tout cela et des stigmatisations dont la communauté LGBTQI est victime en Hongrie, Joseph Schazer s'est fait le complice zélé. Comment traduit-on Tartuffe en hongrois ? On passe maintenant à notre rubrique, sans transition, notre rubrique Vie de couple. Et oui, Vie de couple, Noël, concession familiale. On va vous parler de trucs fun aujourd'hui, hein Max ? Oui, on l'a dit en introduction, on se prépare à un sapin confiné. Toute ressemblance à des personnages ayant existé ou existants est évidemment fortuite. Exactement. Et donc, c'est pas simple. C'est pas simple parce que ça fait quand même 8 mois qu'on est en conditions un petit peu confinées. Même plus si on a eu une petite bouffée d'air fraîche cet été. Et donc, Noël, ça reste quand même un moment important en famille, pour se retrouver. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier à la fois le fait de garder de la distance et puis garder des précautions, parce que même si on nous annonce que le vaccin sera bientôt là, il faut bien avoir conscience que si les gens font n'importe quoi pendant les vacances de fin d'année, on se retrouvera avec un 3e confinement en janvier, et je pense que personne n'en a vraiment envie.
Et en même temps, arriver quand même à vivre un moment qui sera un peu différent, mais quand même où on arrive à partager quelques bons moments à Noël. Alors, comment on fait, Guillaume ? Et on fait des concessions. Voilà. On discute beaucoup, on réfléchit à comment faire les choses de façon la plus sécurisée possible. Alors, on se pose la question de où est-ce qu'on va faire ça. On cherche un gîte, on cherche un endroit. Juste pour préciser, nous, on n'envisage pas de se retrouver à 30 pour Noël. Non, on va être dans le cercle extrêmement proche, familial extrêmement proche, si on peut. Mais on discute quand même, on cherche un endroit, on se pose des questions, et puis... on doit prendre en compte aussi quelques facteurs on doit externes. prendre en compte quelques facteurs externes. Clémence, si tu nous entends. Clémence, c'est ma sœur qui est enceinte et qui attend un petit bout pour le mois de mars prochain. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations, et qui se retrouve maintenant, malheureusement, obligée de garder le lit et de prendre des précautions et de rester au calme. Voilà, donc pour une personne relativement dynamique comme elle, ça doit pas être si facile. Courage. Mais donc on discute, on cherche des solutions qui pourraient convenir à tout le monde, et puis on dit que finalement la solution ce serait peut-être pas 100%, mais 80% de ce qu'on veut en moyenne, et puis on cherche un gîte pas trop loin de chez elle pour pouvoir quand même essayer de la voir, et puis on cherche un gîte qui nous plaît quand même un peu, et puis on cherche un gîte, on a un peu de place pour pouvoir quand même faire un repas à 4 ou 6 en fonction de combien on sera si elle vient ou pas pour Noël. Mais voilà, on discute beaucoup, on réfléchit beaucoup. Ma mère joue un peu les casques bleus au milieu de tout ça. Mais bon, maman, si tu nous entends. On apprécie beaucoup ce côté casque bleu. Enfin bref, je crois que cette année, on aura vraiment usé de tact et de diplomatie pour arriver à là où on en sera au moment de Noël. Alors, voilà, ce qui est extrêmement important, c'est que on va tous essayer quand même de faire attention avant de retrouver nos proches, pour éviter de se trouver dans une situation où c'est nous qui les contaminons. Et puis aussi, faire attention, peut-être pour limiter les câlins, limiter les moments où potentiellement on pourrait choper la Covid. Enfin, du côté de Max, ils l'ont déjà tous eu dans les 3 derniers mois, donc a priori. Non, pas mes parents. Non, c'est vrai. Alors, un deuxième sujet dont on voulait vous parler, c'est toujours un peu cet objectif qu'on a d'offrir, de consommer de manière responsable quand on pense à Noël. Parce que, même si peut-être tous les magasins ne sont pas tous ouverts, ou alors que c'est pas forcément aussi simple de se balader comme on le faisait d'habitude, ça reste une préoccupation qui, de notre point de vue, est importante. Alors, on vous avait déjà parlé l'année dernière des furoshiki, ces emballages cadeaux en tissu réutilisables d'une année sur l'autre, qui évitent d'utiliser et de gâcher du papier, du papier cadeau, qui va globalement être utilisé pendant 5 minutes pour faire joli, et puis qui sera déchiré et mis à la poubelle. Donc cette année encore, on utilisera des furoshiki de notre côté, et on est d'ailleurs assez content de voir que cette initiative fait des émules, parce que plusieurs de nos proches ont décidé eux aussi d'utiliser des furoshiki pour emballer les cadeaux. Absolument. Eh oui, on nous a un peu regardé bizarrement à Noël dernier quand on est venu avec nos cadeaux emballés dans du tissu. Et puis effectivement, on s'est rendu compte que, je sais pas si c'est nous, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était lancé, et je trouve ça assez chouette, parce que déjà de se dire que peut-être on a eu un impact, ça c'est important. Et puis pour notre ego et pour l'impression qu'on laisse derrière. Mais non, mais pour moi c'est aussi important. Et puis c'est aussi important de se dire que les mentalités changent. Les mentalités changent. Voilà, on fait évoluer les gens, on fait évoluer sur des choses qui paraissent. On ne touche pas au papier cadeau à Noël. Et surtout, on peut trouver des alternatives qui sont pour un truc qui va être utilisé une fois et jeté tout de suite. C'est typiquement vraiment c'est comme les emballages alimentaires. Ça, on a beaucoup de travail encore à faire là-dessus, mais c'est comme les emballages alimentaires.
quand on y pense, c'est une hérésie de se dire qu'on utilise ce papier une fois et qu'ensuite il est jeté à la poubelle. Ouais, une des grandes craintes quand même, c'était un peu l'argument, c'était de dire ah oui, mais les enfants, ils adorent déchirer les papiers cadeaux et tout. Et finalement, on voit que les enfants se sont vraiment adaptés et qu'un joli furoshiki, c'est aussi sympa que. Et s'ils n'ont pas de papier cadeau déchiré, ils iront jouer avec les jeux qu'ils ont eu pour Noël. Ah ouais, c'est pas mal. Mais alors, c'est aussi où est-ce qu'on va acheter nos cadeaux qui importe quand on essaie de penser responsable. Ben oui, on va penser circuit court, on va penser aussi période économique compliquée pour les commerces, donc on va aussi penser à aller acheter des cadeaux dans des commerces qui sont autour de chez nous. On va penser à acheter des cadeaux dans des commerces plutôt que d'acheter des cadeaux en plastique, plutôt partir sur des cadeaux en bois, créer de préférence avec un label. Il existe un certain nombre de labels, notamment pour les jeux, qui permettent de comprendre que le jeu en question a été fait de manière durable. On peut offrir des livres aussi. Alors oui, le livre, c'est du papier, mais c'est aussi un cadeau dans lequel il n'y a pas de plastique, pas de composants électroniques. Ça fait marcher les libraires aussi. Et puis ça fait marcher les libraires. On peut aussi acheter du livre électronique et offrir un livre électronique si la personne qui va recevoir le cadeau. Si la personne apprécie de lire sur tablette, alors c'est aussi évidemment une bonne idée. On peut aussi penser à acheter de la nourriture locale. Ça fait aussi partie des choses qui sont intéressantes à offrir pour Noël. C'est des choses qui ont l'avantage de ne pas rester et en même temps de faire plaisir aux gens. On peut offrir un paquet de biscuits, on peut offrir... Je fais une spéciale dédicace d'ailleurs à ce sujet à la communauté de Thésée, dont on vous a déjà parlé, communauté œcuménique en Bourgogne, qui a lancé, après une réflexion pendant le confinement, ses propres biscuits artisanaux de la communauté de Thésée. Il faut se lever tôt quand même il faut se lever tôt pour les avoir. Je croise les doigts qu'on a réussi à en avoir deux boîtes. Au début, on alors vous imaginez, il en avait quand même prévu d'en acheter beaucoup. Hein. Vous le connaissez. Et donc ils ont fait deux types de biscuits, des biscuits au miel de Bourgogne et des biscuits végétariens salés aux graines de tournesol. Alors tout est local. La boîte est faite localement dans une entreprise qui est, donc pour vous dire, Thésée, c'est près de Cluny, pas très loin de Mâcon, donc en Bourgogne. La boîte est faite dans une entreprise qui est entre Cluny et Mâcon. La farine vient d'une minoterie qui est littéralement de l'autre côté de la route, en face de Thésée. Le sucre vient également d'une exploitation proche. Le miel vient du Morvan, donc c'est tout à côté. Bref, ça pour le coup, c'est vraiment soutenir le circuit court. Le beurre, je sais pas, j'ai pas l'information. Ça doit être local aussi. C'est probablement local, je suis persuadé qu'il y a du très bon beurre en Bourgogne. Voilà, donc c'est des idées, des choses, des possibilités. Et puis... moi, je suis assez fan des boîtes de biscuits en métal, notamment celle de Marks & Spencer, et je dois reconnaître que celle de Thésée, elle est quand même trop belle avec ses carrés plein de couleurs. Magnifique. Et puis, n'oubliez pas aussi que les restaurateurs, normalement, Noël, c'est une grosse période pour eux. En ce moment, du coup, c'est compliqué parce que les restaurants restent fermés, mais un certain nombre de restaurateurs proposent des plats emportés ou en format traiteur. Donc vous pouvez aussi peut-être soutenir pour un repas ou l'autre des restaurateurs de votre entourage, locaux, pour participer aussi à ce soutien. Je voudrais aussi mentionner, parce qu'on parle d'être responsable, les associations qui peuvent être soutenues en cette fin d'année. N'oubliez pas de faire vos dons en cette fin d'année. Aux associations qui notamment s'occupent des plus fragiles et qui ont besoin de votre aide pour pouvoir soutenir un nombre croissant de personnes en difficulté. Vous l'imaginez, cette période du confinement a accru les personnes qui sont dans le besoin. Absolument, merci Maxime. Dernier sujet, dernière rubrique de cet épisode. Aujourd'hui, Guillaume, tu veux nous parler du festival numérique L'Amour de Loin. Et oui, le festival numérique L'Amour de Loin, c'est un festival qui a été lancé par les Forces musicales. C'est le syndicat français qui regroupe les orchestres et les opéras, la majorité des orchestres permanents et des opéras en France, qui propose donc ce syndicat depuis le 4 décembre au soir et jusqu'au 16 décembre un festival
en ligne qui s'appelle L'Amour de loin, dans lequel chaque orchestre, chaque opéra participant offre un événement à découvrir sur Facebook. Alors ça peut être des événements qui ont été enregistrés il y a quelques temps déjà. On sait que le confinement a mené les opéras et les orchestres à enregistrer un certain nombre d'œuvres et de concerts pour les rediffuser ensuite. Ça peut être aussi comme l'Opéra de Rouen, des concerts en live sur Facebook proposés gratuitement, j'insiste bien sur le gratuitement au public. Donc c'est probablement une des dernières fois, j'espère, on croise vraiment les doigts, où on pourra profiter de super œuvres, de superbes concerts en direct gratuitement sur Internet, en espérant pouvoir, dans le courant de l'année prochaine, retourner s'asseoir sur les fauteuils de velours rouge de nos opéras et revoir des opéras et réécouter de la musique en direct. Mais en attendant, je vous invite à aller sur le site www.lesforcesmusicales.org pour en savoir un peu plus sur ce festival et sur les événements qui y sont planifiés. Par exemple, pour aujourd'hui, dimanche 6 décembre, c'est un récital lyrique de l'Opéra de Vichy qui sera proposé à 16h en direct sur les pages des Forces musicales. Merci beaucoup Guillaume, et on vous encourage à profiter de cette belle initiative. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On a été ravis de partager ce moment avec vous. On espère que pour vous aussi, la préparation des fêtes de fin d'année se déroule bien et que vous arrivez à trouver des solutions pour ne pas être seul et pour pouvoir passer un moment agréable. On sait que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais voilà, on vous souhaite de pouvoir préparer ces fins d'année de la meilleure des manières. Voilà, merci Max, gros bisous à tous, on vous embrasse très fort, prenez soin de vous, prenez soin des autres, sortez masqués, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.